la seconde partie de cette rencontre avec deux panels. Mais avant les panels, je voudrais inviter ici le professeur Babacar Mbaye Ndak, que vous connaissez très bien, qui est le président de l'Association des conteurs du Sénégal, connu un peu partout à travers l'Afrique et le monde, parce qu'elle en a sillonné des pays. Docteur Djibi Diallo Fale maa ngi nuyu ak Seydi Sow ak mon cher ami Fodé, voilà, di leen nuyu bu baax a baax a baax waaw. Alors Babacar, xanaa jox li micro bi nga wax xale yi léeboon ñu ne lippoon amoon na fi daana am ndax bu mu amee yéen a ko fekkee ñu ne waxu tey nag Babacar à vous la parole. Merci Pape. Mais comme dans nos traditions, je voulais demander une autorisation de parole à mon professeur de philosophie il y a 45 ans au lycée de Diagne, Abdoulaye Ndiaye. Si vous me donnez l'autorisation du parole. Tu m'as donné la parole depuis longtemps, mais je ne peux pas parler ce soir. Je vais faire parler aussi mes élèves. Les garçons que j'ai participé à former dans le corps. L'un a représenté le Sénégal au Festival de la francophonie à Abidjan en 2017. La seconde, c'est elle qui va représenter le Sénégal pour avoir gagné le concours national en juillet prochain au Congo. Je vais appeler la première, la plus jeune, Mina Houssa. Aminata Houssa, Mina Houssa, c'est elle qui va parler aussi à mon nom et au nom de mon pays. Merci beaucoup, bonsoir tout le monde. On dit souvent qu'une amitié ne saurait résister aux actes condamnables de l'un des amis, n'en est pas une. Alors, il y a longtemps, très longtemps, fort longtemps, naissait l'une des plus grandes amitiés, l'une des plus mémorables, entre le soleil et la lune. Et cette amitié était enviée par tous les êtres de l'univers. Merci. Alors, ces deux êtres cheminaient et entretenaient une relation complice. Chacun d'entre eux avait sa progéniture. Le soleil avait de beaux petits garçons, des bébés soleils. La lune avait de très belles filles, des étoiles. Alors, ils étaient vraiment sincères l'un envers l'autre. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Et leur amitié, pendant tout ce temps-là, n'a jamais été à l'épreuve d'un test, du moins. Alors un jour, la famine frappa. Il y eut une très grande famine et tous les êtres de l'univers mouraient presque de faim. Alors, les enfants commençaient à se plaindre. « Papa, maman, j'ai faim. » Et le soleil et la lune étaient tous les deux impuissants. Vraiment. Il n'y avait rien à faire, ils ne savaient que faire. Et le soleil réfléchit longuement et appela la lune. Il la convoqua chez lui et celle-ci, toute pressée de découvrir c'était quoi cette solution, se dépêcha d'aller voir son ami. Ce dernier lui dit « Ma chère, très chère amie, j'ai longuement réfléchi et j'ai une idée. L'heure est grave. Nos enfants ne cessent de se plaindre. Nos enfants veulent manger et nous n'avons rien à leur donner. » La lune lui dit « Ah oui, mais tu as raison. Franchement, j'ai cherché partout, je ne trouve rien. Et j'ai tellement pitié de mes petites étoiles. » Le soleil lui dit « Eh bien, voici mon idée. Je pense que
pour ne pas les regarder mourir de faim et nous aussi mourir de faim. Nous allons les manger. Oh, la lune était choquée. Que dites-vous, cher ami? Manger nos enfants? Oui, c'est la seule solution. Alors, elle ne voulait pas entendre parler de ça. Son instinct maternel ne pouvait pas permettre une telle abomination. Alors la lune se dépêcha de partir. Son ami l'appela. Chère lune, écoutez-moi, soyez raisonnable. Je vous dis que si nous ne les mangeons pas, ils mourront et nous aussi. Et la lune l'écouta encore une fois et lui dit, ce qu'on va faire, je vais manger tes étoiles et tu mangeras mes bébés soleils. La lune, qui croyait que son ami était devenu fou, lui dit, juste pour se débarrasser de lui, oui, d'accord, c'est bon. Et la lune rentra chez elle. Le soleil lui dit, je t'enverrai quelqu'un. La lune acquiesça et rentra chez elle. Le lendemain matin, le soleil appela son premier fils et lui dit, va voir ta tante la lune, dis-lui seulement que je t'envoie. Le petit garçon, bébé soleil, alla toquer chez sa tante la lune et lui dit, mon papa m'envoie. La lune, au lieu de manger le bébé soleil, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le métamorphosa et lui dit, rentre chez toi et dis, monsieur le soleil, c'est maman lune qui m'envoie. Le petit garçon retourna chez lui au lieu de dire, papa, il dit, monsieur le soleil, c'est maman lune qui m'envoie. Alors le soleil, sans même réfléchir, avala le petit, sans savoir que c'était son bébé qu'il venait de manger. Il pensait que la lune avait accepté son échange et le lendemain, il envoya son second fils. La lune répéta le même manège. Oui. Le surlendemain, le soleil envoya son troisième fils. Ainsi de suite, jusqu'à ce que le soleil finit tous ses bébés. Et il était heureux, il avait le ventre plein. Pendant ce temps, la lune résistait. Elle résistait, oui. Malgré la famine, l'amour de ses enfants la nourrissait quand même. Et un bon jour, le vent, indiscret, alla voir le soleil et lui dit, mais vraiment, t'es un gourmand, toi. T'es un gros gourmand. Comment t'as pu manger tes enfants juste à cause de la famine? Tu n'as même pas été capable de résister. Le soleil lui dit, eh ben, je ne suis pas le seul, hein. La lune aussi a mangé mes enfants. Mais tu es vraiment dupe. Très dupe. La lune ne t'a jamais envoyé tes enfants et n'a jamais mangé les tiens. La lune a tout simplement renvoyé tes enfants pour que toi-même tu les manges. Et le soleil rentra dans une vive colère. Il hurla. Ah! Que dis-tu? Elle me le paiera cher, la traîtresse. Le soleil se sentait trahi par son ami. Comment a-t-elle pu lui faire une telle chose? Comment a-t-elle été capable de cette chose? Et là, il se jura de lui faire voir de toutes les couleurs. Il jura de lui faire subir tous les malheurs du monde. Et le vent même qui était parti parler au soleil retourna voir la lune et lui dit, ah, si j'étais toi, je m'enfuirais loin, très loin, car le soleil est à ta recherche et va te punir pour ce que tu as fait. Et hop, le soleil, la lune du moins, se dépêcha, rassembla ses affaires, s'enfuit. Elle coura longtemps, se cacha. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, la lune ne sort jamais quand le soleil se lève. Elle attend tout simplement que ce dernier se couche pour sortir avec ses petits lumières. J'ai appelé Camille, le garçon qui nous a honoré à Abidjan,
lui porte un nom de grand-père. Il s'appelle Enfant Ndiaye. Nous vous applaudissons. Excellent. Pardon. Voilà, vous le tenez avec le micro. Bonsoir. Je m'appelle Mam Fara Ndiaye. Mam veut dire dans notre langue grand-père. Et Fara veut dire pharaon. Et Ndiaye est l'emblème et totem de notre pays, cher Sénégal. Un vrai lion. Léeboon xanaa añoo leen léeboon. Il était une fois, comme toujours, un enfant était tellement terrible qu'il avait désespéré ses parents. On finit par lui mener la vie si dure qu'il décida de partir. Il fonda son propre village avec son unique case. Dans un village pas éloigné, vivait un vieil homme. Lui aussi, il avait un problème, puisqu'il avait une vache que ses enfants se disputaient. Il voulait trouver un enfant intelligent à qui remettre la vache de la discorde. Il se leva un très bon matin pour aller à la recherche de l'enfant qui ne ressemblerait pas du tout à ses enfants. Et il rencontra un autre vieil homme qui lui indiqua le village de l'enfant terrible qui avait fondé son propre village. Une fois arrivé sur le lieu, il échangea les salutations d'usage avec le gosse et lui dit: « Mais mon enfant, qu'as-tu fait pour être seul ici? Où est ta mère ?» L'enfant lui répondit: « La pluie de l'année dernière et celle de l'année d'avant se sont mélangées. Ma mère est en train de les démêler. Le vieil homme se dit: Comment ça? Mais où est ton père? L'enfant lui répondit: Le ciel est tombé, mon père est en train de le remettre en place. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bon, laisse tomber et viens me faire du thé. L'enfant marcha quelque part, puis s'assit. Le vieil homme croyait qu'il arrangeait quelque chose, mais s'étonnant qu'il resta là, sans bouger. Et l'apostropha: « Mais mon enfant, ne peux-tu pas te dépêcher? » « Non, mon père, la route s'est déchirée. Je suis en train de la raccommoder. » « Bon, laisse tomber et va me donner de l'eau. » L'enfant s'attarda à puiser l'eau du canari. « Mais mon enfant, fais vite. » L'enfant lui répond: « Le canari est à sec. Je racle les dernières gouttes. » Le vieil homme savait qu'il avait en face de lui un enfant, mais plus quelque chose. Il lui remit la vache de la discorde. L'enfant prit la vache qu'il alla remettre à son oncle, qui avait un beau taureau, mais un seul taureau. Des années plus tard, il retourna voir son oncle et trouva qu'il avait un troupeau. Il réclama sa part, mais se fit chasser par l'homme. Il retourna sur ses pas pour revenir le lendemain matin, réveillant son oncle avec grand bruit. « Mon oncle, gang, 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 mon oncle,
Mon père est en train d'accoucher. Il vous réclame pour mettre son enfant au monde. Lui lâcha-t-il de derrière la porte. Et l'oncle lui répondit, mais tu es fou ou quoi? Où as-tu vu un homme qui accouche? Et l'enfant lui répond, mais mon oncle, où as-tu vu un taureau qui met seul au monde un troupeau? L'oncle interloqué baissa les armes et lui dit, prends ta vache et tout le troupeau. Je jure que tu feras trembler ce pays. L'enfant prit la vache et la moitié du taureau, du troupeau. Il s'en retourna à ses parents et leur remit tout. Et des années plus tard, on lui confia la direction du village. Et pour vous dire que chaque enfant est porteur d'humanité, de volonté et d'autorité, il faut les aider à les révéler. Ainsi finit mon conte qui va passer la nuit au fin fond de l'océan. Et celui qui en respire le premier le parfum, après moi, bien sûr, ira au paradis. Voilà, on nous interpelle tout le temps pour dire que est-ce qu'il y a la relève? Nous sommes en train de former des jeunes comme ça à travers tout ce pays. Parce qu'il y a aujourd'hui des festivals un peu partout. De Saint-Louis à Louga, à Kolda, à Sokone, un peu partout. Il y a des grands conteurs qui sont en train de former des enfants comme ça. La relève est assurée. Amadou Hampâté-Bâ disait que les contes sont nos livres. C'est nous qui écrivons les livres de base. Il faut nous lire en nous écoutant. C'est ça notre message. Et il faut penser que le premier art, c'est le conte. Parce que dans le conte, il y a le théâtre, il y a la poésie, il y a la littérature, il y a tout. Le conteur est un homme de science. Il faut respecter le conte et lui donner sa place. Birago Diop est un écrivain, ce n'est pas un conteur. Le conteur, c'est moi et ses enfants. Merci beaucoup. Merci, Babacar. Voilà, comme on dit, ainsi finit le conte dans la mer de Guéyoundayan. Et voici un grand conteur. Par la voix, par l'intelligence, par son discours, Pape Faye, je me rappelle autour du feu. Oh, fantastique. Autour du feu. Merci, Babacar. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons installer notre panel, notre premier panel de cet après-midi sur le thème Apport des NEA à la production littéraire africaine, évolution du fonds des NEA par Monsieur Khalifa Touré, auteur critique littéraire et de cinéma, en place. Évidemment, nous aurons comme intervenants M. Abdoulaye Racine Senghor, Mme Mariétou Yang Diop sur la littérature de jeunesse, le professeur Amadouli sur la portée pédagogique de la belle histoire de Luc le Lièvre, et comme modératrice, Mme Maria Mondoy, écrivaine administratrice du musée Léopold Sédar Senghor, ancienne directrice du livre et de la lecture. Ok, merci. Voilà. Alicia. Ah, ok, d'accord. Hein? Voilà. Oui. Est-ce que c'est qui commence tout de suite, Amadou? Ah non, c'est pas qui est l'artiste. Voilà. Un micro pour l'autre. Non, il y a deux panels. Et celui-là pour Marielle.
Mesdames et messieurs, bonjour. Souffrez que je ne vous salue pas nommément. Je salue chacun d'entre vous. Je voudrais vous demander quelque chose. Lorsque je suis entrée dans la salle, que j'ai vu toutes ces éminentes personnalités, une silhouette m'a manqué, c'est celle de Modiaye Ndiaye. Je sais que son ombre a plané ce matin. Je voudrais vous demander d'observer une minute de silence en sa mémoire. Et au début, il y a Charles Foster qui est venu quitter va être enterré cet après-midi. dans le monde artistique et littéraire. Nous associons donc à notre souvenir Charles Foster qui va être enterré cet après-midi. Nous prions pour lui. Madame Aminata Sy m'a fait l'honneur de me demander de modérer ce panel qui réunit des personnalités brillantes. Vous le verrez tout à l'heure par leur curriculum vitae. Je me dis que ce sera facile de surfer sur la vague parce qu'à les écouter, nous serons déjà séduits. Donc je pense que ce ne sera pas une grande tâche. Nous avons le professeur Amadouli, M. Abdoulaye Racine Senghor, Mme Mariette Diop et M. Touré. Le cinquantenaire des NEAS donne l'occasion donc de dresser un bilan et de donner des perspectives d'avenir. Nous connaissons tous les NEAS, ils nous appartiennent. Au début, c'était une institution panafricaine. C'était le vœu du président Senghor. Et comme nous le savons tous, le président Senghor a posé les jalons de ce qui est maintenant, tout ce qui constitue maintenant le fleuron de nos institutions culturelles. Vous savez que le théâtre Daniel Sorano, c'était le président Senghor, les manufactures des arts décoratifs, le musée dynamique, le théâtre national Sorano et aussi donc les nouvelles éditions africaines qui sont devenues une nouvelle édition africaine du Sénégal. Je vais peut-être présenter le conférencier et les intervenants. Je vais faire carrément une présentation de chacun et après je leur donnerai la parole. On va commencer par le professeur Khalifa Touré, professeur de français pendant 7 années, écrivain, auteur de 3 livres publiés en 14 mois, Les archives de la vie, préfacé par le professeur Abdoulaye Eliman Kane, ici présent, que je salue, Portrait décalé, préfacé par le professeur Amadouli, ici présent, À quoi bon écrire, qui est en train d'être préfacé par M. Makili Gassama. Il est membre du comité de réécriture de l'histoire générale du Sénégal. Et il est critique littéraire et il est aussi critique cinématographique. Madame Marietou Diong Diop a été par le passé présidente de l'Association sénégalaise des bibliothécaires, archivistes et documentalistes, directrice du livre et de la lecture, directrice de la bibliothèque universitaire, chef de projet de la Bibliothèque nationale du Sénégal, consultante de l'UNESCO pour l'élaboration d'une loi type sur le livre concernant la zone Afrique. Abdoulaye Racine Senghor, actuel président du conseil d'administration du Musée des civilisations noires et professeur certifié de lettres modernes, précédemment directeur de l'enseignement moyen secondaire, directeur de cabinet du ministre de la Culture, administrateur du Monument de la Renaissance. Il est critique littéraire, poète,
conférencier, il porte haut le flambeau littéraire du Sénégal à travers le monde en sa qualité de membre de plusieurs jurys de prix prestigieux. Last but not least, professeur Amadou Ly, président du comité d'organisation de ce cinquantenaire. Élément sine qua non depuis des décennies de toute activité littéraire au Sénégal, par ses conseils, ses directions de travaux de recherche, ses conférences et articles, les cours magistraux. Excusez du peu. Il est adulé par ses étudiants de par le monde et respecté de ses concitoyens. Amadou Ly, dussé-je blesser sa modestie, est professeur titulaire de classe exceptionnelle, 3e échelon. C'est le grade le plus élevé de la fonction publique sénégalaise. Car, Falaray Botene, là le chat. Pour modérer ce brillant panel, vous vous en doutez, comme je le disais tout à l'heure, je n'aurai qu'à surfer sur la vague. Espérons que cet exercice ne sera pas malaisé pour la Lébo que je suis. Sans plus tarder, je donne la parole à M. Khalifa Touré. Sa conférence est fondamentale pour les assises qui nous réunissent aujourd'hui. Nous allons l'écouter attentivement en espérant que les Fall, les Dieng et autres bains ont bien digéré leur déjeuner et qu'ils auront toute l'attention requise. Merci. Merci, Madame Mariam Louis. Permettez-moi d'exprimer tous mes remerciements aux nouvelles éditions africaines et à travers sa directrice, Madame Sy, et le comité scientifique dirigé par notre éminent professeur Amadou Ly, qui est devenu un correspondant et un ami, d'avoir choisi ma modeste personne pour parler d'un thème aussi difficile, il faut le dire, parce que c'est un thème de recherche. Il s'agira de présenter le fonds NEA, mais il ne s'agira pas seulement de présenter le fonds NEA, mais il faudra en parler en profondeur. C'est pourquoi je sollicite votre attention, parce que je prendrai tout mon temps. Mais soyez rassurés, je ne prendrai pas tout le temps. Parce que, voilà, les gens aussi ont autre chose à faire après ce genre d'activité. Dans un premier temps, je vais tenter de faire une introduction générale sur le livre et l'édition. Une introduction assez longue, mais quand même, je vais essayer de parler du livre et de l'édition. Dans une deuxième partie, je vais parler de l'histoire générale et particulière du livre au Sénégal. Dans un troisième temps, je vais parler des NEA dans la littérature africaine. Et je vais conclure par à quoi sert une maison d'édition. L'homme qui est assis devant vous cet après-midi et qui prétend s'entretenir avec cette assemblée d'hommes et de femmes de culture est né il y a 50 ans. J'ai l'âge des nouvelles éditions africaines du Sénégal, créées par la République, par le président de la République et non moins poète Léopold Sédar Senghor. Je ne sais pas si c'est un hasard ou c'est un coup du destin. Je n'ai jamais aimé l'expression président-poète. Ce trait d'union qui est devenu une coquetterie pour les néo-sengoristes qui se servent de cela comme un mantra ou une formule incantatoire d'un esprit qui en vérité n'est pas parti. Le président Léopold Sédar Senghor est toujours parmi nous. Les morts ne sont pas morts à chanter une grande figure des Néas. Il s'agit du patriarche Birago Diop. Ailleurs, nous avons écrit il y a plusieurs années à propos de l'illustre créateur des nouvelles éditions africaines du Sénégal plutôt, les mots suivants.
je ne saurais parler des Néas sans parler de Léopold Sédar Senghor. J'ai un héritier et il est temps pour moi de partir tranquillement, s'écria gaiement un vieux Madak Serer, un initié dépositaire de grandes connaissances inavouables. Voilà une histoire, le début de tant de récits qui feraient la trame d'un chef-d'œuvre de roman fantastique à l'africaine, où la porte de l'au-delà s'ouvrirait à nous par la voix, les interstices et les mots codés de ces vieux sages et têtus, assis sous un antique fromager, arbre à palabres qui peuple la terre de ses ancêtres qui vont et viennent selon une loi méconnue, transfigurée en un mystérieux roman. La route de la faim de Ben Okri, le Nigérian. Qui est vraiment Senghor? Un poète, un grand poète, un homme politique retors, un génie, un penseur prolifique, auteur méconnu de 5 libertés et autres vers mémorables et nostalgiques qui sont une vision de l'intériorité de l'Afrique. Nuit de Cine est le poème le plus existentiel de Senghor. Au-delà de la valeur superlative du mot, il faut dire que c'est la force littéraire du vers seulement qui fait le poète. Mais fort heureusement, il existe une littérature post-senghorienne, dont une partie a échappé aux nouvelles éditions africaines du Sénégal qu'il a lui-même créées. Je citerai d'abord La génération spontanée, ce texte intempestif d'Ibrahima Sall, publié au Néa en 1975. Mal d'Abdou Antaka, publié en 1975. Retenez bien cette date, parce que 1975 est une année faste de la littérature sénégalaise où 2 chefs-d'œuvre fondamentaux sortent en même temps. Mais ce fut aussi un rendez-vous manqué. Le Baobab fou de Ken Bougoul, toujours au Néa, en 1984, et Silence cimetière de Nabil Haïdar, au Néa, Dakar-Abidjan, d'abord, en 1977. Mais aussi, il y a eu La plaie béante et purulente de Malik Fall, publiée aux éditions Albert Michel. Je parle des chefs-d'œuvre de la littérature qui ont échappé au Néa. En 1967, qui a peut-être donné les mauvaises odeurs d'Ibrahima Sall, peut-être, qui a publié Les mauvaises odeurs chez Feu de Brousse, de notre ami le poète Amadou Lamine Sall. La filiation littéraire est complexe et parfois involontaire, même si Ibrahima Sall ne doit rien à personne. D'où cette génération spontanée, qui est son art poétique. Génération spontanée que je viens de lire il y a une semaine est une grande déclaration de politique poétique. Et bien plus tard, Le Cavalier et son ombre de Boubacar Boris Diop, paru en 1997 chez Stock. La vie en spirale d'Abbas Ndione, publié par Gallimard en 1984, parce que les Néas ne disposaient pas de collection noire, de collection police. Voilà. Il y a tout un développement qu'on peut faire sur ça. Peut-être on n'a pas le temps. Pourquoi cet auteur qui a couru des années pour publier ce chef-d'œuvre? Parce que dans la littérature policière, il y a des chefs-d'œuvre. La littérature dépasse les genres. Mais à l'époque, certainement, il a été lu par des hommes comme moi qui étaient des gardes-frontières des genres littéraires. Pour utiliser un mot du professeur Amadé Alidien. Qu'à cela ne tienne, la littérature est une grande famille. Tous ces écrivains sont tous adeptes du fantastique social, compte non tenu de Mantes des horreurs d'Amadou Lamine Sall, une si longue lettre de Maria Maba, publiée au Néa en 1979, L'ombre en feu de Mam Younis Dieng, qui en elle-même est une histoire rocambolesque d'édition tardive, en 1997. Elle a couru derrière depuis pendant peut-être 20 ans pour publier ça. Et La grève des Mbatou, je préfère dire Mbatou, d'Aminata Sow Fall, publié au Néa en 1979.
Donc 1979 aussi est une année faste, comme 1975, qui apparaissent tous dans une écriture plutôt classique, les trois que je viens de citer, mais aucune critique vigoureuse et perçante n'a jusqu'à pu percevoir la rupture fantastique, je mets en fantastique entre guillemets, d'avec Senghor. Je parle de la littérature post-senghorienne, proprement dit, les Ibrahima Sall, les Haïdar et autres, les Ken Bougoul. On dirait qu'ils fuyaient le réel senghorien. Ces écrivains, Ibrahima Sall, Ken Bougoul, Nabil Haïdar, Malik Fall, Abdou Antaka, Abbas Yon. J'ai beaucoup aimé La Fille des Dieux. Parfait et hallucinant c'est un mot que j'utilise rarement, mais dans La Fille des Dieux, vous êtes hallucinant. Voilà. Hallucinant dans l'interprétation. Donc une année face, mais en vérité, ce qui est apparent est vraiment ce qui est caché. Mais comment cette littérature du mal-être a pu échapper à la critique? Cette énigme ne peut être résolue que dans la propre inexistence de cette critique universelle. Le mal-être est la partie honteuse à cacher. C'est l'objet de négation privilégiée de nous autres qui pensons que notre histoire sociale, notre être social, notre éducation et même notre constitution mentale est particulière. Notre critique littéraire a refoulé inconsciemment dans le monde de l'impensable le mal-être, cet art psychologique et spirituel naguère attribué aux sociétés occidentales prétendument sans valeur. Mais comment le paradis senghorien, serti de perles qui se moirent sur la nuit de la peau, de gazelles aux célestes, où l'air nimbé de senteur orientale a-t-il produit ces fous errants comme Pokhatan dans les routiers de chimère d'Ibrahima Sall? Il existe des fous, des conquistadores de l'oubli qui hantent un réel dont le statut est précaire, déroutant, fantastique, étrange et macabre, comme chez Haïdar dans Silence cimetière. Tous ces auteurs sont des néants. C'est pourquoi quelquefois, quand je parle des néants, je dis dommage. C'est cela que notre critique littéraire a eu du mal à concevoir. Le critique littéraire est un être social après tout. Ce serait l'aveu du siècle de notre littérature que de reconnaître ce mal-être qui n'a rien d'artificiel. En cela, la critique est éminemment politique. Je vous renvoie à Les lieux de la culture, une théorie postcoloniale de l'Indien Homi Bhabha. Vous serez définitivement convaincu de cette affaire. La politique et l'esthétique ne font qu'un chez le critique littéraire qui hante les sommets. Aujourd'hui, la critique littéraire est devenue une sphère autobiographique où le règne du jeu est devenu une réalité. La critique est, quant au fond, une histoire personnelle, un rapport sensuel au texte. Au reste, Léopold Sédar Senghor est d'abord un poète de l'universel, parce qu'il a d'abord été un imitateur de génie, sans être un copiste ou un vulgaire plagiaire. Ceux qui imitent ont certainement eu le temps de lire, d'apprendre à se cultiver. Ils ont l'œil comme les autres ont le nez. Tous les grands poètes, les grands artistes, passeurs d'imaginaires et de symboles qui sont aujourd'hui l'objet de culte sans bornes, ont d'abord plongé dans les fonds baptismaux de l'imitation, non pas de la nature elle-même, mais de l'œuvre de grands maîtres. C'est en ceci qu'il faut comprendre et méditer le propos du poète de la négritude comme une filiation littéraire, une psychogénèse de la création artistique. Senghor dit, parmi les Français, c'est le poète Paul Claudel qui m'a le plus charmé, partant influencé, ne serait-ce que sous la forme du verset que j'ai fini par adopter. Senghor a eu certainement le temps de se libérer de la métaphore archaïque et des figures de rhétorique scolaire qui ne font pas forcément la poésie. Le verset claudélien est pour Senghor, l'Africain et le catholique, un mouvement continu et circulaire, une odyssée de l'âme. Senghor est un poète de la langue. Senghor plutôt
Un poète de la langue ou un poète de l'imagination? Le paradoxe Senghor fait que l'un des meilleurs poètes de langue française est un Africain féru de culture traditionnelle. En fin de lecture et d'observation, Léopold Sédar Senghor n'est pas un poète de la profondeur et de la verticalité. C'est un poète des espaces infinis. Il reste l'un des meilleurs poètes de l'imagination spatiale, poète de la saison et du temps qu'il fait. Il offre une certaine opacité qui ressemble à de la lourdeur auprès des non-initiés. Les plus grands poètes sont populaires et narratifs. Les plus grands. Walt Whitman, l'américain, le chinois Ai King, le britannique Rudyard Kipling et même Victor Hugo, dont les vers sont fredonnés comme des chansons. Senghor est un poète qui devrait être populaire. Ses vers chantés par les enfants dans la rue, si l'élite intellectuelle francophone ne l'avait pas enfermé dans un hermétisme qui n'existe pas. Léopold Sédar Senghor est un poète simple, calme et mesuré. Son imagination n'est pas travaillée par la métaphore de la salamandre que j'emprunte à Bachelon Bachelard. Le feu n'est pas sa source d'inspiration substantielle. A-t-il enfermé la poésie sénégalaise dans les limites normatives de la langue? Beaucoup de jeunes aujourd'hui, sur les traces de l'enfant de Joal, s'adonnent à la poésie de langue parce qu'ils n'ont pas la verve imaginative de Senghor. Le meilleur poème de Senghor, celui qui laisse voir toute l'âme évocatrice de l'homme, reste tout simplement nu de cygne. Nu de cygne, tout simplement. Le sommet de la beauté senghorienne est sans nul doute dans c'est l'heure des étoiles et de la nuit qui songe, s'accoute à cette colline de nuages drapée dans son long pagne de laine. La littérature va vers elle-même, vers son essence qui est la disparition. C'est Maurice Blanchot qui a écrit cela. Faisant écho au philosophe allemand Martin Heidegger, je m'excuse, professeur Eliman Khan, de citer Heidegger devant un philosophe, le plus grand philosophe du Sénégal, avec Djibril Samb et Bachir Diagne et autres. Donc il reprend Heidegger. Lorsque les choses se dérobent, elles passent entre les doigts malhabiles qui cherchent vainement à saisir le concret, et le geste devient permanent tant la réussite est incertaine. Le long poème de la vie de Senghor ne cessera de se dérober devant l'élan amoureux des admirateurs et les assauts répétés des pourfendeurs. Voilà en guise d'introduction quelques mots sur l'homme qui a créé et inspiré la chose pour laquelle nous sommes ici réunis cette belle après-midi, les nouvelles éditions africaines du Sénégal. Ah, quelle grande invention que le livre, a dit un lecteur immense parmi les philosophes et hommes d'action du XXe siècle. Il s'agit de Jean Jaurès, auteur d'une immense thèse de philosophie intitulée « De la réalité du monde sensible ». Cette expression cordiale et chaleureuse, et cette chaleur humaine, ce geste amoureux, ce cri de joie venant d'un philosophe qui se veut matérialiste et qui a certainement lu des centaines de livres ou des milliers pour en arriver à cet instant insaisissable et indicible, si ce n'est cette phrase laconique, montre à souhait qu'il existe un monde autre que le monde sensible, le monde des livres, le monde du voyage sur place. C'est ça le livre. Le monde de la rêverie savante, loin de la vulgaire rêvasserie inutile et improductive. Le monde de l'apprentissage, c'est ça aussi le livre, et c'est aussi le monde de la quête de la connaissance. À travers l'enfantement discontinu des siècles, sur cette petite et précieuse terre caillouteuse et sablonneuse, des machines sont sorties par le fait de l'homme, cette créature qui tient de Dieu. Des machines sont sorties par le fait de l'homme, des monuments merveilleux à nul autre pareil, mais aucune pyramide de Gizeh, aucun Taj Mahal, aucune muraille de Chine, aucun mur d'Adrien ne peut égaler la force et la profondeur de la plus grande conquête de l'esprit humain qui est le livre. Puisque le livre est le lieu par excellence de la consignation, de la conservation du savoir non gnostique, parce qu'il y a un savoir aussi non livresque. Faut-il encore s'attarder à démontrer par induction ou déduction l'importance du livre?
son moment d'irruption et d'émergence dans l'évolution de l'homme moderne, et cette grande aventure qui en est sa plus grande conquête peut-être. Le livre n'est pas seulement cette grande merveille qui ferait s'écrier Eureka à Archimède de Syracuse. Le désir d'acquisition de l'être, l'expérience humaine, la tension vers la perfection, le vouloir conserver et transmettre le savoir sont parmi les signes les plus à même de définir l'homme. Voilà la dimension anthropologique du livre. Et quoi de plus illustratif que cet objet en papier, le livre, qui tient de l'arbre? C'est du papier qui descend de l'arbre, élément végétatif qui change d'enveloppe corporelle, de forme, de nom, de contenu pour devenir ce livre convoité. Cet objet précieux, ces bouquins qu'on retrouve par terre, non pas à terre, mais par terre, chez les bouquinistes. Personnellement, j'attends mes livres par terre, mes propres livres, chez un obscur marchand à Sandaga, Colobane ou Tilène. J'aurais alors su de science certaine qu'ils ont fait l'odyssée de la ville, du Sénégal, du monde, puisque les livres ont leur propre vie, ils sont libres et indépendants. Ils sont partout, voyageant de main à main sur les étagères des bibliothèques, des maisons cossues dans les quartiers huppés, dans les caves obscures, prêts à la destruction et à l'autodafé, puisque longtemps oubliés et encombrant nos espaces de vie inutiles. Ils sont entre les mains crasseuses d'un lecteur incertain, quelque part dans ces espaces au banc de la société qu'on s'est fabriqués pour fuir la vérité de notre vie. Ils illuminent la vie en général, les livres, les nuits et les soirées de ces hommes et femmes qui ont choisi la marche qui s'accrochent aux réserves de vie que la fin des temps modernes a voulu chichement leur offrir dans l'obol de la littérature. Ah, rien de grand sur cette terre ne s'est fait sans passion, sans romantisme, et le livre est le lieu de mémoire, une tentative d'archivage, de consignation du temps présent, du pouls de la vie telle qu'elle est au temps T, qui est prête à être léguée au futur proche et lointain. L'immense écrivain russe Léon Tolstoï, auteur du monumental Guerre et Paix, a dit la chose suivante: quoi que je fasse, les écrivains, c'est quelquefois ils sont prétentieux. Pas présomptueux, mais prétentieux. Il dit: quoi que je fasse, je suis toujours persuadé que du haut de ces pyramides, 40 siècles me contemplent et que le monde périra si je m'arrête. C'est Tolstoï qui a dit ça. Il sera lu dans 2000 ans, c'est sûr. Ceux qui ont choisi le monde du livre sont les plus grands rebelles du monde. Les Amarisou, les Marouba Fall, c'est des rebelles. Des dangers ambulants pour la société matérialiste, où l'homme tombe en transe devant la laideur des choses factices. Mais le livre restera toujours un objet marchand face au mercantilisme d'hier et au capitalisme d'aujourd'hui. Les gens du livre, comme les gens de Dieu, de l'aventure ambiguë de chez Amédou Kane, devraient s'organiser. Non pas en société secrète, mais en une société spirituelle, où règne l'amitié, la fraternité, l'amour, l'entraide, mais par la rigueur de l'organisation. Un écrivain comme Georges Simenon était très soucieux de ses droits d'auteur. Au-delà de la définition très sèche et très carrée du livre par littré, comme une réunion de plusieurs feuilles servant de support à un texte manuscrit ou imprimé, voilà, au-delà de toutes ces définitions sèches, toute définition, fût-elle juste ou utile, est toujours réductrice. Le livre va au-delà de toutes ces considérations didactiques et statistiques. Le livre nous maintient en vie en ce monde moderne. Depuis le papyrus ou volumen, qui est l'un des premiers supports transportables de l'écriture, l'esprit humain transcrit en lettres et en mots a fait le tour du monde jusqu'au modèle livresque aujourd'hui, connu sous forme de livre. Il est passé par le fameux parchemin en usage au IIe siècle avant Jésus-Christ, un peu partout, où l'écriture se répand comme en Arabie, où on écrit généralement sur les peaux d'animaux. Mais l'invention du papier en Chine fit une véritable révolution pour l'écriture et la diffusion du savoir. La forme codex qui date du 1er siècle et qui est toujours en cours jusqu'au XIVe siècle, où le parchemin disparaît et permet aux livres d'entrer dans la période de l'imprimerie,
avec la géniale invention de Gutenberg qui fait basculer le livre dans la phase industrielle. Le plus vieux texte imprimé sur papier, sur terre aujourd'hui connu, reste le Sutra de diamant qui date de 868, retrouvé en Chine. Ah, que le monde est vieux. C'est pourquoi l'homme moderne se sent si fatigué et veut partir toujours. Voilà. Les révolutions civilisationnelles, les grandes théophanies historiques, anciens grands moments où le monde passe d'une vie à une autre, jusqu'aux messies qui ont partout, de différentes manières, permis de voyager d'une vie à une autre et de disparaître temporairement jusqu'à ce que des esprits étroits, parce que oubliés, des esprits étroits parce que oubliés, décrètent hâtivement que la période des messies est révolue. Gutenberg et les autres furent des messies en leur domaine. Le livre est un lieu où s'est construit progressivement en des endroits différents et liés à la fois des périodes concomitantes. Là, le passage d'un monde à un autre, le renouvellement de la vie. Que serait le judaïsme, le christianisme et l'islam sans le livre? Mais à propos de l'édition, tous ceux qui ont étudié la grammaire historique ou la philologie savent de science certaine que la notion de réflexion analogique, qui est une tentative de réparation des erreurs commises par les copistes dans la transmission manuscrite d'une langue, d'où l'expression erreur des copistes. Autrement dit, avant l'apparition de l'imprimerie avec Gutenberg et l'érection sur le tard de maisons d'édition, les textes se transmettaient de main en main par des copistes professionnels et qui ne manquaient pas de commettre des erreurs. L'une des missions essentielles de l'homme sur Terre étant la transmission du savoir. Un éditeur n'est pas un simple marchand de livres, un correcteur ou même un réécrivain. Parce qu'il y a des éditeurs qui réécrivent le texte. Un manuscrit ne doit pas être écrit par l'éditeur. S'il doit être réécrit, c'est l'auteur lui-même qui doit le faire. En fait, de dissertation philosophique sur le livre, comme bien commun aux marchandises obéissant aux lois du marché, il s'agit aujourd'hui concrètement d'un plaidoyer pour une édition véritablement nationale. Le marché des livres scolaires destinés à nos enfants qui dirigeront le pays demain ne doit pas être monopolisé par le capital étranger. Il y a tout de même dans ce pays 2 à 3 éditeurs très compétents qui peuvent au moins soumissionner et gagner des marchés qui leur permettent de soutenir l'édition et la fabrication de la littérature nationale. Parce qu'il faut que l'on fabrique une littérature nationale. C'est cela le but de la manœuvre. Permettre aux éditeurs de gagner suffisamment avec le marché du livre scolaire et ensuite reverser une partie du financement des œuvres littéraires nationales et permettre aux auteurs de vivre décemment de leurs droits et faciliter l'accès aux livres par des prix abordables. Les critères des appels d'offres sont rédhibitoires pour la plupart de nos éditeurs qui sont des hommes et des femmes respectables qui n'ont pas beaucoup de moyens. Il faut des clauses d'assouplissement dans les appels d'offres. Nos éditeurs qui sont compétents et en formation permanente, malgré les brebis galeuses, ne demandent que 15%, si je ne me trompe, Madame Si. Ablaye. C'est toujours la revendication officielle. C'est ce qu'ils vous accordent. Donc vous demandez plus. Du marché scolaire, de monnaie scolaire, voilà. Un vigoureux soutien politique à la création culturelle fera le reste. Parlant maintenant de l'histoire générale et particulière du livre, l'histoire générale et particulière du livre du Sénégal se confond à partie avec l'histoire des nouvelles éditions africaines du Sénégal. Même si l'écriture, l'édition et la diffusion des livres ont existé bien avant 1972. Esquisse sénégalaise de la Béboila, les droits volontés de Mali, etc., la bataille de Guilé, la Force Bonté ont d'abord été publiés ailleurs avant que n'arrivent les néants pour reprendre les droits d'édition du fameux texte de Bakary Diallo, dont l'œuvre et la personne doivent être revisitées. Celui de Amadou Digué Clédor et tous ces grands auteurs, comme Cheikh Hamidou Kane, qui ont publié dans les années 50 aux éditions Seuil, les éditions de Minuit, aux Présences africaines, chez Stock, nés en Sénégal. En tout cas, en préparant le travail, j'ai pris le temps de compulser tout le fond. Né en Sénégal reste le fond le plus riche, sans conteste, le plus divers, le plus varié,
tant il a connu et compte toujours dans son patrimoine les grandes œuvres de notre littérature. Et parmi eux, le plus grand écrivain sénégalais, il s'agit d'Ibrahima Sall. Je le dis sans embâche, parce que je le dis depuis des années. Je ne peux pas me réédire. Hélas, le plus grand écrivain sénégalais de langue française après Senghor, c'est Ibrahima Sall. Presque tous ces livres, presque, à part Par-dessus cœur et autres, les tout derniers, les derniers anti-lettres, publiés par Fodé et autres, presque l'essentiel de Ibrahima Sall est dans les néants. Mais je vous assure, il suffit de lire d'autres grands poètes, les Chika et autres, parce que Sall est dans ce sillage. Vous saurez qu'il y a véritablement un patrimoine littéraire au Sénégal. C'est le Sénégal qui a produit Ibrahima Sall. C'est les néants qui ont produit Ibrahima Sall. C'est pourquoi j'ai voulu le citer en premier lieu. Et il est parti il y a quelques années et j'ai voulu lui rendre hommage en lui disant maître par excellence de la substantivation. C'est Sall. Voilà. Son dépouillement stylistique va jusqu'à la disparition des verbes, pour ceux qui l'ont lu. Il y a des phrases presque sans verbe. Dans Par-dessus cœur, par exemple, son recueil le plus africain, publié en 1994 à la maison d'édition Khoudia, de notre cher Aminata Sow Fall. Sall écrit brusquement au détour d'un vers. Indépendance de gérance, amour de saison sèche, liberté de minuit, république aux enchères. C'est comme ça qu'il écrit. Un risque énorme, un choix de style qui fait écho à une vie de victime de la poésie. Sall a été victime de son art. Il est allé très loin, trop loin, et il l'a payé très cher. Il s'est sacrifié. Chez Sall, il y a deux marques distinctives. Il y a le complexe du bovidé. Peut-être qu'il est Sall-Ngari quelque part. Qui est la substance de sa source de création et la recherche d'un langage total et originel. Lisez le poème Table dans Antilepse. Chez Sall, il y a une tentation de l'inintelligibilité où le langage est libéré de sa fonction sociale. Cette tentation vers un mutisme complet, décelé par ailleurs par Roland Barthes, donne chez Sall la chose suivante. Un trou de souris, rêve déjà vécu, sublime égarement du félin qui oublie bêtement de sortir ses griffes avec toi. Et quand je suis parti prier sur la tombe violée par ta quête, mon petit-fils est mort dans les bras de tes 10 ans. L'essentiel n'est pas dans la logique des mots, mais au mouvement successif des images. C'est une forme d'écriture du silence, comme chez Rumi, comme chez Assia Djabar, qui est le sommet de l'écriture. Lisez le Guernica de Sall. C'est l'un des meilleurs hommages à Pablo Picasso. L'essence de la littérature est dans la disparition, dans l'occultation et la monstration aussi. Sall fait disparaître les mots et les choses pour en faire apparaître d'autres. Il est davantage magicien que prestidigitateur. C'est ainsi que son poème apparaît vers une forme de poétique de substantivation totale. On dirait que le poète tente de créer un langage total qui n'est fait que de substantifs. Les mots, rien que des mots en marche. Les mots qui s'en vont quelque part. Nous percevons ce pressant désir d'ailleurs, cette allure de désertion vers un au-delà à travers une écriture apparemment immédiate, mais néanmoins travaillée. Sall est peut-être de la lignée des écrivains du courant de conscience. Les choses et les images qui ne vont pas ensemble dans notre sous-monde sont associées comme sur une image négative dans ce réel recréé à l'envers par Ibrahima Sall. Dans sa tentative démiurgique de recréation d'un monde, les images sont des idées. Sall donne ainsi raison au grand poète Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, qui pense que tout ce qui est immédiatement compréhensible n'est pas poétique. Des choses de ce genre, ces sommets de l'écriture, il y en a un peu partout. Dans les rituels de Chimère, toujours au néant. Ce roman-poème publié au néant en 82. Dans Mantes aux horreurs et Locataire du néant d'Amadou Lamine Sall, toujours au néant. Où on sent encore cet ancrage africain et spirituel et végétatif, et encore cet amour éperdu de la langue française chez Sall, l'autre Sall, Amadou Lamine Sall.
tous publiés au néant. Je me suis permis de citer, mais avec douleur, on ne peut pas vous citer tous. Parce que tous les écrivains sénégalais, presque, sont dans les néants. Et Marouba Fall, et Mbaye Garna Kébé, et le professeur Ablaye Eliman Kane, dont on parlera un jour, parce que sa philosophie cache sa littérature. C'est un problème. Je ne sais pas. J'utilise souvent le langage des jeunes. Pour moi, le professeur Ablaye Eliman Kane est un intellectuel sous-coté. Les jeunes, je ne sais pas, les jeunes qui suivent le foot disent que tel jour est sous-coté. Sous-coté. Voilà. Il est dans le néant, dans le fond néant. Nafissatou Niang Diallo, extraordinaire, de Tilène au plateau. C'est de la littérature citadine, une littérature sur 200 mètres, presque. Elle écrit un livre entre Tilène et Plateau. C'est ça la littérature. Il y en a qui écrivent un livre dans le Sertao, au Brésil, dans le désert. Un livre sur une ville ou bien un quartier. Un jour, on reviendra sur Nafissatou Niang Diallo, où la littérature est totalement géographique et urbaine. Sokhna Benga, et Louis Camara, mon esclave là, qui est à Saint-Louis, et Cheikh Aliou Ndao, et Sada Wayne Ndiaye, un immense dramaturge, aujourd'hui disparu, moins connu qu'Aline Badrabé, notre cher Aline Badrabé, qui ont tous publié au néant. Le pari de l'ancien de Sada Wayne Ndiaye est un texte dramatique, mémorable, mais publié à Enda. Quant à Miroir d'une ivresse avortée, il existe dans le fond néant. Des auteurs qui ont remporté le grand prix du chef de l'État pour les lettres comme Sokhna Benga, Louis Camara, le conteur Ifé, Seydi Sow, ont tous publié au néant. Et en tant qu'apprenti écrivain, je sais que le choix est libre. Il pouvait publier ailleurs. Le Sacre du Tchaddo, qui est une représentation du théâtre historique de Alioune Badara Bèye, mais surtout l'exil d'Albouri, reste le meilleur texte de Cheikh Aliou Ndao. Il faut avoir écouté Feu Omar Ndao commenter cette pièce de théâtre savamment bien écrite, pour se convaincre que l'écriture, ce n'est pas seulement de l'inspiration, c'est de la rédaction. Aliou Ndao est un écrivain, mais un rédacteur. Mais le parfait rédacteur du pays reste le professeur Djibril Samb. Un écrivain qui n'est pas forcément un bon rédacteur. Les professeurs Souleymane Bachir Diagne et Ousseynou Kane écrivent très bien. Voilà, je vais terminer. Voilà. Parce que, voilà, les autres doivent parler. Excusez-moi. Beaucoup de manuels d'initiation aux mathématiques, à la chimie, à la physique, à l'histoire, à la géographie sont dans le fond. Mais aussi d'insignes essais littéraires qu'il faut toujours revisiter, comme le fameux Kouma de notre aîné, le critique littéraire Mahil Gassama, qui est un grand moment de connaissance du texte traditionnel et une éminente réflexion sur le parler. Il y a aussi les essais sur les contes d'Amadou Koumba, voilà, par l'éminent professeur de littérature Mohamedou Kane, qui est un pionnier de la critique universitaire. Nos frères africains aussi sont présents. L'écrivain congolais Jean-Pierre Makotamboku, qui est une grande figure de la littérature africaine, auteur de l'essai Introduction à l'étude du roman négro-africain de langue française, publié en 1983, et dans le fond, le pays natal de Max d'Orsainville sur l'œuvre de César. Et dans le fond, il y a beaucoup d'essais collectifs. Dans le fond, il est à remarquer aussi beaucoup de réflexions sur l'œuvre de Senghor. Trop aussi d'insignes textes philosophiques du professeur Souleymane Bachir Diagne, ces textes rares, comme autour de la méthode et logique pour philosophes, qui sont des textes didactiques. Il y a aussi la pensée africaine du professeur Alassane Ndao, publié en 1983, qui est aussi une annéface. Il y a aussi pour une relecture de Marx et Hegel, le fameux texte de Senghor, du bon usage de la démocratie, de Sémou Patigui, comme si on pouvait faire un très mauvais usage aussi de la démocratie. Les premiers dialogues de Platon, du professeur Djibril Samb, un titre très long, et il faut être Iba Der Thiam pour faire ce titre-là.
J'aime les titres très longs, je les aime. Histoire des communes et leur rôle dans la construction de la démocratie sénégalaise et dans l'émergence d'un leadership indigène, des premiers contacts au XXe siècle. Il faut avoir l'autorité scientifique et la notoriété éditoriale des très savants Iba Der Thiam pour écrire un titre aussi long. Il faut du temps pour se permettre ce genre de titre. Il y a l'immense historien malien Sekene Modi Sissoko, il est dans le fond. Un combat pour l'unité africaine, la Fédération du Mali, le professeur Ablaïdi est là pour une politique novatrice de la gauche. Ah, que de bons livres. L'Ousmane Danfodio, du professeur Omar Khan, et Cheikh Anta Diop, j'aime l'appeler Cheikh Anta Diop, parenté génétique de l'Égyptien pharaonique et les langues négro-africaines, publié en 1977. Il y a aussi le Bokar Biro de notre frère historien, le Guinéen et grand spécial du Wallo, le professeur Boubacar Bari. Le mystérieux chasseur, le monde mystérieux des chasseurs de Kélétigui Mariko, le peuple Lébou, etc. Des ouvrages d'économie de professeur Moustapha Kassé, le professeur Amadi Alidien sur le système bancaire, et des ouvrages du pape du droit international privé, le professeur Kader Boy. Voilà, on ne peut pas tous les citer. Voilà, les NEA ont ouvert la porte à toute la littérature africaine. Toute la littérature africaine. Pour conclure, une interrogation qui touche inéluctablement à la vocation même se pose ici. À quoi sert un éditeur? Un éditeur, il sert à éditer des livres, me direz-vous, soit. Mais la chose n'est pas aussi simple que cela. L'édition, avant que d'être une structure, est d'abord une personne humaine, un homme et une femme. Pour ma part, j'ai toujours pensé qu'un éditeur, un bon, est d'abord un poète manqué, un féru et un fanatique de la littérature qui présente les qualités suivantes. Il a du flair, comme l'autre a l'oreille ou le nez. Il sait de sciences infuses que ce jeune garçon, qui s'appelle Mohamed Mogarsar, qui me présente son premier manuscrit, est un écrivain, après avoir lu quelques lignes, une page, un chapitre. C'est vers cela que va l'ENEA si elle veut vivre la littérature de jeunesse qui peuple son fond si important, les manuels, les fameux manuels qu'il faut encore fabriquer, mais la promotion de figures emblématiques et des générations montantes de la littérature. Il faut par ailleurs, et c'est une condition de réussite, un directeur artistique pour toutes les maisons d'édition. Une maison d'édition sans directeur artistique, je jette la pierre dans voilà, c'est comme un orchestre sans... Voilà. Il faut un chef d'orchestre. Voilà. Un amour éperdu de la littérature, ne vous y trompez pas. Un éditeur est un découvreur littéraire, il a l'affût de la moindre des choses, du plus faible bruissement autour d'un texte en Casamance au Fouta, dans le Ferlo, à Dakar. Quant à la littérature africaine, je vais terminer par ça, de la littérature en langue africaine, ce n'est pas de la coquetterie littéraire, de l'authenticité mal placée ou un marché affectif pour plaire au néo-panafricanistes. C'est le potentiel électoral le plus important. C'est notre être et notre imaginaire qui a ses pionniers sincères dans ce pays et partout en Afrique. C'est l'occasion de rendre hommage à Mme Aram Fall et Mme Younous Dieng. Mme Younous Dieng, qui est un parent à nous parce qu'elle est native de Tivaouane, au quartier d'Out, qui ont traduit une si longue lettre en Batafal Bougoudéni, qui est dans le fond, et certainement Seydou Nourou Ndiaye, qui est un peu souffrant, priez pour lui, directeur de la maison d'édition Papyrus, qui édite essentiellement en langue africaine. Il faudra anticiper sur ce futur qui est nôtre, le futur des machines volantes, mais où les choses traditionnelles enfuies depuis longtemps réapparaîtront dans la vie du lecteur moderne confronté à l'abondance, à la saturation, à l'abattage incessant de ce que le monde moderne croit de plus important. Je vous remercie de votre aimable attention.
J'ai tenté de faire comme les jeunes. Waouh! Comment? Oui. Ah, Itouré. Ami, tu as fait un excellent choix, comme tu le constates. Mon rôle est de modérer, donc je vais tempérer les ardeurs de M. Touré. Mais j'étais comme tout le monde, subjuguée à l'écouter, à apprendre et à me remémorer. Merci M. Touré pour cette conférence magistrale. Voilà, je ne vais pas dire mieux ce que vous avez déjà si bien dit. En tout cas, j'ai aimé, vous avez Senghor, Tolstoï, Ibrahim Sall, vous avez dit pourquoi. Vous avez montré les pépites d'Enea, que peut-être tout le monde ne connaissait pas. Les éditeurs sont heureux, je pense. Vous avez parlé du livre et des éditeurs et de l'édition, du métier d'éditeur, j'allais dire en long, en travers, en long, en large, en travers, mais en tout cas en beauté. Et vous me permettez, comme ça, d'introduire Marie Tudjon, qui va parler de la littérature de jeunesse, puisque vous dites que c'est ça, surtout, avec les manuels scolaires, c'est surtout la littérature de jeunesse qui est l'avenir d'Enéas. Donc, vous étiez le conférencier magistral, nous avons des intervenants. Je vais donner la parole à Marie-Tou. C'est après Racine. Après Racine, d'accord. Je voulais privilégier les femmes. À Racine. En tout cas, la littérature de jeunesse nous intéresse tous parce que, comme nous le savons, nous sommes jeunes de 7 à 77 ans, peut-être même plus. Donc, nous sommes autant de jeunes auteurs, de jeunes lecteurs et d'appréciateurs de la littérature de jeunesse dont Racine va nous en donner. Merci. Merci, Mariana. J'ai extrait de la Sarah pour que je ne m'oublie pas. Voilà, donc merci. Je voudrais commencer par remercier l'Union africaine de nous avoir invité à cet anniversaire. Nous permettre d'éditer les livres sud-africaines et surtout de projeter un regard vers le futur. Je voudrais donc dire merci au CNEAS, merci à la Direction générale et à toute son équipe. Je salue aussi tous ceux qui sont à la mémoire de notre festival et celui qui vont venir espoir dans la direction sur l'édition, sur la littérature, sur les livres de manière générale. Mais dire également que ce n'est pas l'idée comme les jeunes, comme la jeune Mariana, la son waouh, je voudrais vous former également à Antoine Kaliba. C'est un véritable cours magistral qui vient de nous délivrer sur la littérature, mais en général sur les livres, sur les nouvelles histoires. C'est des très riches, des nouvelles qualités. Ça nous demande vraiment dans ce que sont les nouvelles histoires africaines, mais dans la seule littérature, c'est la littérature. Et cette littérature, on y entre davantage lorsqu'on commence à la fréquenter en tant que jeune, pour les jeunes. Il faut commencer par la jeunesse. Le livre ne se développera que lorsqu'on aura initié les jeunes à la lecture du livre, lorsqu'on aura mis le livre à leur disposition, à portée de main. Que les parents acquièrent le livre, ils les mettent à tous les enfants à la maison. Que les parents le lisent pour inviter les enfants à lire. Si personne ne lit dans la maison, si dans la bibliothèque et à la maison, il n'y a que des assiettes et des verres, que tout est obligé, il sert à autre chose, à lire, évidemment, les enfants ne vont pas lire. Moi, je vais réunir ce matin mon sentiment sur d'abord l'université qui répond à
besoin très largement exprimé. Nous avons tous eu soif de lire, tous nous, gens de ma génération, et nous n'avions pas beaucoup lu. Mais nous lisions tout ce qui nous passait sous les yeux. Je dis bien tout. Les aventures, les bandes dessinées, les aventures, Recloroc, Hakim, Mickey, les titans, tout ce qui nous passait par la mer qui nous lisions. D'ailleurs, dans la grande étude de l'enseignement secondaire, la famille est venue nous dire, par la Corse, si les enfants sont venus là, c'est du coup, parce qu'il y avait beaucoup de livres. Nous, on en avait 5 pour les études. Le manuel scolaire était lu à tous les enfants. Les textes qui y sont. Maman de Pinta sont devenus grands. Et Maman de Pinta, nous avons tous les textes qui arrivent. Sans exception. Jusqu'aux petits exercices qui sont mis là-dedans, on a tout lu. Et tout essayé de faire. Bref, il faut apprendre à lire très tôt. L'Université africaine, qui est en 1972, nous répondons à ce besoin de mettre le livre à la portée des Sénégalais, des Africains, c'est une nouvelle édition qui est vocation panafricaine. Répond aussi aux besoins, pas seulement des lecteurs, mais des écrivains. Il y a beaucoup de gens qui avaient le potentiel, qui avaient mis des manuscrits, mais qui ne pouvaient pas les faire éditer. On a dit tout à l'heure des quelques maisons d'édition qui existaient, qui étaient des maisons françaises. Et nos auteurs allaient là-bas, s'ils le faisaient simplement de l'imprimerie, publiant des ouvrages, comme le dernier que je connaisse, c'est de Pierre Loba, l'ancien ministre, quand il y a eu la vogue des Mandali au Sénégal, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Mandali, et que Senghor avait lui-même vulgarisé dans un meeting politique, c'était un truc populaire, et Senghor disait Mandali, Mandalsa, Damatirek, peu. C'est Sénégal tout. Alors, et Pierre Nova avait écrit, c'était un grand dramaturge, il avait écrit l'anecdote du chemin de l'honneur. Ensuite, il a écrit ce Mandali, et avant ça, il avait écrit Dello, qui a été écrit par le Théâtre Solano au tout début. Tout ça, je dis parce que ça accueille les enfants. Et il y avait écrit Dello, et Dello, c'est l'histoire vraie de Yoro, un peuple qui défiait le colon, qui a été condamné à mort et exécuté à Fenu. Là où il y a actuellement le collège de Fenu, il y avait un arbre, et c'est là sur la planète. Et Tchernoba a écrit cette pièce-là, Dello, et puis ensuite Mandal. Il dit que les auteurs avaient quelque chose à faire à ce moment-là. Donc, nous avons ces auteurs avaient besoin de cette république. Tchernoba avait édité, il avait fait imprimer Mandal. C'est un imprimeur. Et aujourd'hui, on a plus de texte, personne ne peut le trouver, parce qu'il n'est pas édité dans les conditions normales. Il dit à son fils qu'il faut qu'il le retrouve. D'accord, voilà. Oui, elle me c'est pas possible. Elle me donne 3 minutes. C'est la dictature. Bon, alors voilà, je vais passer très vite. Pour dire que moi, ce qui m'intéresse dans la littérature pour enfants, par rapport aux éditions africaines, c'est le rôle qu'ont joué les pionniers. Les pionniers de cette littérature pour enfants. On pense tout de suite à Alexandre Garneville, bien entendu. Hein? Son texte qui chant pour Lady. Chant pour Lady. Hein? Vous savez, elle est Saloum aussi. Alexandre Garneville a cette qualité d'être une Sokonoise, indéracinable, mais en même temps, quelqu'un qui est très proche d'un Ngadj, où son enfant, Ousmane, devenu cinéaste, a beaucoup vécu. Il a fait un film sur l'enfant de Ngadj. Et le premier texte pour enfants, bien entendu, de Annette Mbaye d'Erneville, porte sur cette question-là, Chanson pour Lady, qui a été publié en 1976
4 ans après la création des nouvelles éditions africaines. Je crois que ça existait bien avant. Mais il l'a publié à ce moment-là. Parce que Annette Mbaye était enseignante en même temps que journaliste. Et ses élèves, donc quelqu'un que je connais bien qui s'appelle Bala Gadio, eh bien ses élèves connaissent les textes de Annette Mbaye Derneville qui ont été publiés bien après. Ces élèves, ils sont devenus des vieilles personnes de 80 ans, 90 ans. C'était ses élèves. Mais donc je pense que le texte existait avant. Elle a été publiée en 1976 par les nouvelles éditions africaines. C'est très important que ce soit elle la pionnière ou une des pionnières. Mais les deux autres... C'est son anniversaire aujourd'hui. De Tata Annette? Ah oui. Ah ça, il faut qu'on l'appelle, il faut qu'on célèbre. On aurait pu en parler ce matin et lui joyeux. En mon nom à tous, je lui souhaite un joyeux anniversaire. Vous pouvez l'acclamer. Parmi les pionniers, on l'a cité tout à l'heure, c'est Khalifa, il y a Mbaye Gana Kébé, également un enseignant, qui avait l'habitude de donner à ses élèves des textes. Je crois que toi, tu en sais quelque chose, puisque tu as été son élève à l'école à Thiès, à l'école Randoulène, à Thiès, et Mbaye Gana produisait déjà des textes pour enfants. C'est pourquoi quand il y a les nouvelles éditions africaines, il était à l'aise pour sortir d'abord Ronde, et ensuite Colombe. Et puis après, en un seul volume, Ronde et Colombe. Ce sont les ouvrages premiers publiés en 1979, 2 années après la publication de Chansons pour Lady de Annette Mbaye Derneville. La personne qui a été le mieux connue parmi ces pionniers, celle qui a vraiment été, disons, pas seulement l'auteur, mais la militante de la littérature pour enfants, c'est Fatou Sow Ndiaye. Fatou Sow Ndiaye. Eh bien, celle-là, je crois qu'on ne peut pas parler de littérature enfantine au Sénégal sans évoquer son nom. On ne peut pas parler des nouvelles éditions africaines en tant que maison d'édition pour les enfants sans évoquer la figure de Fatou Sow Ndiaye. Elle était engagée totalement. Et comme Mbaye Gana, elle a écrit, son Takam, devine, mon enfant devine. C'est le sous-titre. Takam. 2 années plus tard, elle va publier Takam Tikou, mais cette fois-ci aux nouvelles éditions africaines d'Abidjan, pas de Dakar, pour continuer un peu ce que Senghor pensait, qu'il fallait aller plus loin que... La littérature pour enfants s'est développée par la suite. Mais grâce à ces pionniers de nouvelles éditions africaines, beaucoup d'auteurs sont apparus après. Je prends le plus vieux d'entre eux, mais qui est le plus sympathique, je crois. C'est notre frère et ami qui a été directeur des nouvelles éditions africaines du Sénégal et qui s'appelle Seydou Sow. Seydou, Gourakan, mais surtout Seydou, ils ont beaucoup publié. Entourant, avec Mbaye Gana et Fatou Sow Ndiaye, des jeunes nombreux qui ont publié. Le plus récent, c'est Baro, qui a écrit un texte pour les enfants, mais illustré. Baro est un artiste plasticien qui a écrit Le mariage du coq. Magnifique ouvrage, illustré, très grand, qui est là, que je vous recommande d'aller lire. Quand on vient là, la question de l'édition pour enfants se pose. La lecture, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que les enfants lisent. Mais les enfants, aujourd'hui, vivent d'autres réalités. Ils sont plus proches de leur téléphone, de leur smartphone, que du livre papier. Mais il faut arriver, je crois, à les intéresser davantage au livre en allant dans le même sens que ces enfants-là. Il faut qu'on le développe chez nous. C'est mon point de vue et les éditeurs doivent y réfléchir beaucoup. Il y a une maison d'édition qui ne fait que ça au Sénégal. Moi, j'aime le papier, j'adore le papier. Comme vous, nous sommes tous des comment on dit, nous sommes tactiles, nous avons peur de toucher à ça, mais nous aimons bien le papier. Mais le papier est un produit très récent. Quand on prend l'histoire de ce qui a été écrit, le papier ne date pas de très longtemps. L'imprimerie, qui était une invention extraordinaire, est aujourd'hui un sujet de la préhistoire. Parce que, et on est fiers d'avoir des papiers imprimés. Mais l'imprimerie a changé. Aujourd'hui, il faut que la littérature, l'édition, se repasse en fonction
en fonction des jeunes. Ça nous permettrait de continuer à produire des textes pour enfants et des textes des enfants. Des textes pour enfants et des textes des enfants. Parce que aussi, ces enfants d'aujourd'hui et même d'hier, ils ont beaucoup à dire. Et ils disent beaucoup. Les adultes se sont toujours substitués aux enfants pour écrire à leur place. Ils sont des pédagogues qui sont mis dans la psychologie de l'enfant pour écrire des textes qui sont adaptés. Eux le réussissent très bien, les écrivains. Ils le réussissent mieux que les personnes qui écrivent des discours pour les enfants à l'occasion des fêtes de Noël. C'est une catastrophe, ces discours, que les enfants lisent et on sent bien que ce n'est pas eux qui les ont écrits. On le voit bien. Quand un enfant parle de trucs qui sont sortis directement du cabinet, du directeur de cabinet du ministre ou du directeur des arts ou du directeur du livre, on voit bien que ce n'est pas lui. Mais il faut que les enfants, on leur ouvre aussi la porte de la production, de la création, des créatifs. Certains le réussissent dans les ateliers, il faut aller dans ce sens-là, je crois. Il faut aussi intégrer le numérique. Il faut l'intégrer nécessairement. Mariama, je vais terminer dans une minute, pour dire que cette littérature pour enfants, qui s'est beaucoup développée aux nouvelles éditions africaines, vous pouvez faire le tour des stands, vous verrez la variété des textes qui sont publiés, sous des formats divers, avec des auteurs divers. C'est des formats divers, mais quand on parle de littérature pour enfants, on pense aussi aux illustrateurs. Cette littérature, elle est d'abord une littérature illustrée. Illustrée. Et l'illustration est un langage quelquefois beaucoup plus puissant. À défaut d'aller dans le numérique, il faut que la littérature pour enfants soit davantage illustrée, mieux illustrée, et qu'elle intègre les réalités d'aujourd'hui. L'enfant d'aujourd'hui, de Dakar, sera très difficilement attiré par les contes de je ne sais quoi, mais il va être attiré par un imaginaire de Dakar, transplanté, transposé, pour que lui, il puisse s'y retrouver sans perdre ses racines. Parce qu'au fond, dans l'émission d'EDA, elle me pince, voilà, et à ça. Tu as raison, tu as entièrement raison. Passe-lui ça aussi. Merci beaucoup, Président. Mes salutations respectueuses aux aînés, à mes anciens professeurs et aux aînés qui sont là. Mes salutations cordiales à toute l'assistance. Je savais qu'après Racine, je n'aurais pas besoin de toute façon de reparler de littérature de jeunesse. Et j'avais fait comme option dès le départ, de toute façon, de réagir seulement par rapport à ce que j'aurais entendu de la journée, comme discutant, mais pas pour parler de la littérature de jeunesse. Je voudrais d'abord féliciter les NEAS pour cette initiative qu'ils ont prise de marquer le cinquantenaire de cette maison d'édition prestigieuse, ainsi que les membres du comité, pour le programme quand même qui est dense. Et depuis ce matin, nous avons vécu vraiment des moments intenses de réflexion. Et cette étape du cinquantenaire est un moment de bilan critique, comme ça a été annoncé, mais aussi ouvrir de nouvelles perspectives pour les NEAS. On nous a rappelé que c'est en 1972, effectivement, que le président Senghor a pris l'initiative de créer les nouvelles éditions africaines, avec pour mission de prendre en charge, en fait, les besoins de la production intellectuelle africaine sur le plan de l'éducation et de la culture. C'était en 1972. On a appris ce matin, incidemment, par le ministre Mahli Gassama, qu'il a fallu beaucoup de ténacité de son Excellence Mamadou Seck pour que les NEAS puissent voir le jour. Moi, j'ai toujours pensé que c'est Senghor, en tant que président, poète ou poète président, ce que vous préférez, qui a eu l'initiative de créer, parce que c'était un homme de culture. Mais je ne savais pas qu'il y avait eu aussi cet engagement personnel. Comme quoi ces discussions sont utiles, c'est pour nous aider ça nous permet d'éclairer, en fait, de nous éclairer sur le passé.
Et ça, je l'ai bien retenu. En 1972, donc, parler de production intellectuelle africaine de manière concertée, de manière intégrée en Afrique, en mettant en contribution les autres pays. La première question que je me suis posée, toujours pour les NEA et que je pose aujourd'hui, je crois que Maheli Gassama est déjà parti, c'est pourquoi avoir limité ça au Togo et à la Côte d'Ivoire. Parce que si on parle d'approche culturelle, d'identité culturelle, d'affinité culturelle, il y en a plus entre le Mali et le Sénégal, par exemple, ou le Sénégal et la Gambie, même s'il a précisé Senghor que ça concerne les États francophones. Mais si on s'arrête aux États francophones, on peut se demander pourquoi pas le Mali, pourquoi pas la Guinée, où il y a eu donc bien sûr toutes ces histoires politiques. Mais en tout cas, il y a de quoi se poser la question, pourquoi une maison d'édition africaine sous-régionale devrait se limiter, devrait s'ouvrir d'abord au Togo et à la Côte d'Ivoire. C'est une question à laquelle je n'ai jamais trouvé de réponse. Parler de production littéraire africaine et des besoins de développer l'enseignement, l'éducation, la culture en Afrique sans les langues africaines, ça me paraît également une incohérence. Peut-être qu'en 1972, les langues n'étaient pas encore codifiées. On pouvait dire qu'il y avait des balbutiements au niveau de la transcription. Mais quand je me suis intéressée aux productions des NEA en 1980, pour les besoins de mon mémoire de fin d'études à l'École supérieure des bibliothèques en France, j'ai vu que sur 241 titres édités par les NEA, en 80, 3 seuls étaient en langue nationale. Kaïdara, Poulard français, et puis Conte Sérère, Wolof, et puis le 3e titre, j'ai oublié. Donc, 3 titres sur 241. Je me suis demandé pourquoi en si longtemps, les NEA n'avaient pas révisé leur politique linguistique en matière d'édition. Parce que quand on parle de culture africaine, on ne peut pas le faire sans leur véhicule essentiel, qui est la langue du pays parlé par les peuples, etc. Et je suis heureux que Khalifa ait parlé de ça. Donc, l'importance de la langue. Et je pense qu'aujourd'hui, au moment où on fait le bilan, et où il faut ouvrir de nouvelles perspectives pour les NEA. Le contexte est différent, parce que quand on créait les nouvelles éditions africaines, les NEA étaient considérés comme la seule maison d'édition, d'abord africaine, sous-régionale, et puis nationale. Entre-temps, il y a foison de maisons d'édition. Comment les NEA peuvent aujourd'hui revendiquer un rôle, une place stratégique dans le milieu de l'édition, dans un contexte de diversification totale. Avec des moyens, on a vu beaucoup de maisons d'édition ici sénégalaises gagner des prix au niveau national, international, etc. Ça veut dire que la concurrence est là. Moi, je pense que si les NEA veulent retrouver une place et sortir dans cet nouvel environnement, il faut sortir des sentiers battus. Il faudrait se donner une mission plus ambitieuse au niveau africain. Je pense d'abord à une chose. On a parlé, je crois que c'est le ministre Abdoulaye Kane qui en a parlé, ou je ne sais plus qui, peut-être Pendembo, les livres anciens, Tiosan, par exemple, c'est Pendembo qui en a parlé. Et je pense qu'il est important d'avoir une politique de réédition de certains classiques qui sont importants dans la conscience collective africaine, nationale africaine. Je pense à une politique de réédition. Je pense à une politique de traduction, une politique ambitieuse de traduction, c'est-à-dire traduire dans les langues africaines des classiques en langue nationale, sénégalaise, wolof ou autre, les classiques de la littérature africaine, mais aussi de la littérature mondiale. Je pense que c'est Ejo de Boubacar Boris Diop qui a commencé dans ce sens, avec une saison au Congo, etc. Donc, il a traduit en wolof, en reprenant aussi la Maria Moba, etc. Donc, je pense qu'il y a un problème de traduction. Ça favorise la diversité culturelle, ça favorise une meilleure compréhension interafricaine, qu'on puisse bénéficier des classiques du Mali, de la Guinée. Leur œuvre, surtout pour enfants, ça devrait circuler et la traduction dans nos langues devrait le permettre. Donc, on devrait traduire dans nos langues ce qui est essentiel dans les autres
culture, mais aussi traduire dans les langues étrangères certains classiques de notre littérature nationale. Ça a été le cas d'une si longue lettre, traduite dans plusieurs langues. Moi, je veux pour témoin Amici, c'est quand j'étais directrice du livre et de la lecture que je me suis rapprochée des NEA pour qu'on traduise une si longue lettre en français et en Wolof et en Pulaar. Et c'est ainsi que ça a été confié à Ramphal et Mam Younous, qui l'ont fait à deux, et à Seydou Nourou pour qu'ils voient qui était plus habilité à le faire pour le Pulaar. Mais parce que je trouvais inconcevable qu'une telle œuvre, qui compte dans toute la littérature internationale, qui a eu tous les prix, ne soit pas disponible dans les langues du Sénégal. Pour moi, je ne sais même pas comment caractériser ça. Donc je pense que la traduction et dans les langues, c'est important pour les NEA, et surtout l'exploitation de la tradition orale. Parce que la tradition orale, c'est un vivier inépuisable pour la littérature écrite. C'est notre patrimoine culturel le plus authentique et on a tout intérêt à y puiser pour justement créer une nouvelle littérature qui exprime les émotions, les besoins émotifs, culturels, éducatifs, aussi bien des enfants que des adolescents, que des adultes. C'est dans cela qu'on peut puiser. Et je pense que les NEA ne l'ont pas assez exploité et peut-être que c'est une piste aussi, une piste à exploiter. Je pense également que les NEA, pour retourner un peu à leur mission originale, devraient, en coproduction avec d'autres maisons d'édition africaines, que ce soit NEI, Côte d'Ivoire, ou SEDA, ou d'autres maisons d'édition, en tout cas en Afrique, créer des collections de grandes œuvres africaines. Et dans les différents domaines, que ce soit scientifiques, pédagogiques, culturels, etc., créer de grandes collections interafricaines. Je pense que ça peut aussi être une ouverture pour les NEA pour se positionner dans ce nouveau contexte changeant. Ça, ce sont les NEA. Je pense qu'il y a le potentiel en ressources humaines et il y a autant d'écrivains ici au niveau du Sénégal et des linguistes, etc., qui pourraient aider à justement assumer ces nouvelles missions, si tant est, soit-il que ça puisse les intéresser. Concernant, pour le recensement fait par Khalifa Touré de l'édition, j'ai juste un regret complété par Racine d'ailleurs. Je me disais, Fatou, elle est oubliée, mais votre propos, ce n'était pas la littérature jeunesse. Mais Mbissangom, quand même, ça m'étonne que personne ne l'ait cité. Parce que pour moi, Mbissangom, c'est un écrivain de talent. Et le prix du pardon, ce n'est pas parce que Mansour Sorowar l'a adapté à l'écran que c'est un bon livre. Je crois que c'est un des meilleurs livres pour la jeunesse et qui n'est pas assez connu. Et par ailleurs, ce que ça m'amène à me poser comme question, c'est comment les éditeurs négocient les contrats d'adaptation des œuvres littéraires en forme audiovisuelle ou autre. Parce que moi, j'ai été choquée par le succès retentissant du prix du pardon adapté au cinéma et le manque de retombées pour les NEA et pour l'auteur. Une fois, j'avais organisé un débat entre Mbissangom et le réalisateur du film qui semblait dire que lui, il n'a pas pris l'œuvre telle qu'elle, il l'a adaptée. J'ai dit, mais bien sûr qu'on l'adapte toujours. Mais l'œuvre originale, c'est ça qui a inspiré le film. Et ça devait avoir des retombées. Maintenant, je ne sais pas quelles sont. Peut-être qu'il y a des retombées qu'on ignore. mais l'écrivain, l'auteur, lui, n'a pas eu ces retombées-là. Ça, je suis sûre, parce que j'ai discuté. Bon, donc c'est hors micro, ça. Bon, j'ai l'impression que je dois... L'industrie du livre, on pourrait en parler, parce que quand même, je pense que c'est un problème sérieux que je voudrais poser. Le Sénégal a quand même l'opportunité d'avoir des autorités sensibilisées au secteur du livre, qui font beaucoup plus que les autres pays. Et je pense que le fonds d'aide a atteint un niveau de subvention tel qu'on n'a pas à se plaindre. Je pense que le problème aujourd'hui,
c'est de responsabiliser les différents acteurs. Au Sénégal, on n'aime pas formaliser. Dès que j'ai parlé au niveau de la direction du livre de la nécessité de créer des agréments et de mettre clairement sur papier les conditions pour bénéficier des agréments pour les éditeurs, pour les libraires, les gens n'ont pas voulu de ça. Parce qu'on ne peut pas... C'est-à-dire le contre-coup du Fonds d'aide aujourd'hui, c'est l'émergence de plusieurs maisons d'édition. Chaque auteur devient écrivain et finalement, il n'y a plus d'édition. C'est des éditions contre d'auteurs. Parce que si chaque auteur est écrivain, mais qui joue le rôle irremplaçable de l'éditeur? Et il faut des règles, il faut déterminer quels sont les critères pour prétendre à bénéficier de subventions de l'État, ceux qui ont l'agrément. Et comment avoir l'agrément? Quelles sont les conditions? Il faut qu'il y ait une société déclarée. Il faut un lieu d'établissement, pas le salon dans une maison. Il faut créer des postes, de nouveaux postes d'emploi pour les agents qui doivent travailler dans la maison d'édition. Il faut les déclarer à l'IPRES. Il faut qu'ils soient couverts, couverture, etc., etc. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas se réveiller un beau jour et se déclarer éditeur et recevoir des subventions de l'État. Et également, je pense qu'il y a nécessité aussi de faire le bilan, c'est-à-dire d'évaluer tout ce qui a été publié dans le fonds d'aide à l'édition, voir les différents genres littéraires, voir les déséquilibres à corriger, pour voir dans quel sens il faut orienter les nouvelles publications. Il y a tout un travail à faire et ça doit se faire en concertation entre l'État et les acteurs qui constituent le... Voilà. Je suis désolée. Je vous rappelle le préambule, dans le préambule du conte Kaïdara, dans les nouveaux contes de la savane de Amadou Hampâté-Bâ, je vous rappelle ceci. Conte, compter, à compter. Es-tu véridique? Pour les bambins, nous signalons bambins, qui s'ébattent au clair de lune, mon conte est une histoire fantastique. On signe également fantastique. Pour les mentons velus, je crois que ça me concerne, et les talons rugueux, c'est une véritable révélation. Je suis à la fois futile, utile et instructeur. Voilà ce qu'a dit Amadou Hampâté-Bâ pour caractériser le conte. Alors donc, nous allons voir en quoi ce conte est à la fois apparemment futile, mais profondément utile. C'est sûr. Pourquoi je dis que le conte Le Lièvre aussi était une sorte de leçon, en quelque sorte. Thierno Bokar, encore lui, Thierno Bokar Tall, le maître soufi de Bandiagara, dans la région du Mali, donc, maître formateur d'Amadou Hampâté-Bâ, a dit ceci. L'écriture est une chose et le savoir en est une autre. L'écriture est la photographie du savoir, mais elle n'est pas le savoir lui-même. Le savoir est une lumière qui est en l'homme. Il est l'héritage de tout ce que les ancêtres ont pu connaître et qu'ils nous ont transmis en germe, tout comme le baobab est contenu en puissance dans sa graine. La parole est l'homme. Et vous savez que les Bambara disent que on attache le taureau par les cornes, mais on attache l'homme par la parole. Donc, c'est pour préserver la parole primordiale du conte que Senghor et Sadji ont estimé utile de transcrire des contes de leur terroir ayant pour personnages entre guillemets, des animaux bien sûr, j'en parlerai tout à l'heure, des animaux, les personnages centraux, le lièvre donc, et l'hyène, en vue de transmettre aux générations futures la sagesse des ancêtres.
écrit à l'intention des enfants du milieu du parcours élémentaire de l'époque, c'est-à-dire dans les années 1950, puisque ça a été publié en 1953, et dans l'intention de les former à une certaine citoyenneté avec une bonne compréhension des rapports interpersonnels qui soient basés sur la morale et l'éthique, eh bien, L'Eugle le Lièvre, la belle aventure de L'Eugle le Lièvre, est aussi destinée aux personnes âgées qui auraient gardé en mémoire les différents contes qui le constituent dans son ensemble, avec une progression même dans la façon dont le livre est conçu, jusque dans la police des caractères de plus en plus fine, de plus en plus petite, et dans les difficultés du vocabulaire de plus en plus complexe et abstrait, qui habitue déjà le jeune lecteur à l'abstraction et à la réflexion. L'Eugle le Lièvre, L'Eugle et Bouki constituent de fait, ça c'est moi qui le pense ainsi, les deux versants d'une seule personnalité lancée dans la vie entre la naissance. Vous vous rappelez au tout début, L'Eugle qui dit, les gens disent, moi je suis né il y a 2 mois, moi je suis né il y a 2 ans. L'œuf qui est dans l'arbre dit, attendez, place, je vais naître. Et donc, il est élu l'animal le plus jeune, le plus sage, le plus intelligent surtout. Eh bien, et entre la pleine sagesse de L'Eugle, la sagesse, vous vous rappelez, il y a un conte qui est intitulé La sagesse de L'Eugle, la conversion de L'Eugle, exactement. Donc, entre la sagesse, la naissance, la sagesse et la mort de Bouki, programmée par L'Eugle, la mort de Bouki, c'est la fin du versant du mal de l'éducation et le fait de se débarrasser volontairement de ce qui est le mal en soi, pour ne subsister que le bien. Eh bien, le versant du mal, donc, l'éducation de Samba nouveau-né, vole un enfant à sa mère, il s'appelle Samba, elle l'appelle Samba nouveau-né, le mot Samba signifie quelque chose, nouveau-né aussi signifie quelque chose, et dans la tête de Senghor probablement, ou Senghor et Sadji, ce nègre nouveau-né, c'est le nègre nouveau dont parle Senghor, c'est-à-dire au fond, tu es le nègre ancien, là, le nègre ancien progressivement se cadavérise, comme disait Césaire. Eh bien, avec la naissance du nouveau, on va donc avoir un nouveau noir, l'homme noir va naître. Alors, on a l'exécution des 3 lions, de 2 des 3 lions qui l'accompagnaient, lui, Samba nouveau-né, n'est-ce pas? Il a tué Nyari et Nyara, et il a gardé Nyaru, n'est-ce pas, qui l'aidera à devenir un roi riche et puissant. Le processus de civilisation de L'Eugle commença avec la visite à Serigne Yamala, la girafe. Bon, on a appelé Abdou Diouf Serigne Yamala aussi, bon, mais... hein? Girafe pleine de sagesse, n'est-ce pas, au conte 59, 60, 61. Et à Mam Randatou l'a fait, que j'imagine toujours sous les traits de Mariama. C'est bon, j'en ai le droit. Randatou l'a fait au conte 61, qui précède le voyage de L'Eugle, et puis avec les démêlés que L'Eugle a eu avec le roi, détenteur injuste du pouvoir, au conte 65 et 66. L'écuelle magique et le bol des vengeurs, ainsi que la flûte, L'Eugle acquiert les objets magiques qui vont l'armer pour créer Samba nouveau-né. Un enfant pauvre, volé donc à sa mère, et à qui on apprend petit à petit la vie, et qui constitue un peu le cheminement de Senghor, n'est-ce pas,
On peut le voir aux pages 69, 74, 75, etc., jusqu'à la fin du récit. Publié en 1953 avec une magnifique iconographie, avec des dessins très beaux. Voici, ça c'est un des dessins de Luc que vous connaissez tous, c'est celui qui nous est venu. Mais avant ça, il y a eu au moins deux ouvrages. Il y a eu deux éditions de Samba, de Luc. On aurait eu le temps, j'aurais parlé de Marcel Jean-Jean, celui qui a fait ces dessins, qui est lui-même un dessinateur de contes en France, bref, extrêmement compliqué. Mais je vous renvoie simplement à Google. Maintenant, avec Google, on a tout. Vous demandez Jean-Jean. D'accord, je vais conclure alors. Bon, je laisse tomber tout ça, je vais devoir conclure. La préface de Luc souligne que l'ouvrage a une visée essentiellement pédagogique destinée à l'origine à la lecture des jeunes Africains des CE1 et CE2 avec une possible extension à ceux du CM1, ce qui fait une tranche d'âge de 9 à 11 ans. Ce sont des jeunes à la charnière entre l'enfance et l'adolescence. Le but assigné à cette lecture par les deux auteurs, ce sont des Africains membres de l'enseignement public sous l'administration coloniale, et d'abord de donner aux jeunes publics des écoles un bon enseignement du français et un enseignement en français. Senghor, agrégé de grammaire française et enseignant, dit-il, le français aux Français de France depuis plus ou moins 15 ans, et Abdoulaye Sadji, inspecteur de l'enseignement primaire, sont tous les deux préoccupés par le statut des jeunes Africains affiliés à plus ou moins brève échéance à exercer des responsabilités nationales en Afrique libérée du joug colonial. En même temps, ils visent à contrebalancer les lourdes charges culturelles françaises et européennes que véhiculent les programmes en vigueur dans les écoles d'Afrique francophone, histoire et géographie, qui sont tous deux, pour l'essentiel, jusqu'aux années de l'indépendance, politique formelle, exclusivement consacrée à la France, depuis le fameux Nos ancêtres les Gaulois, jusqu'à Clovis, Charlemagne et Roland, Louis XIV, Napoléon, etc. Donc, la géographie, l'histoire, tout ça était consacré à la France. Cette histoire de Luc le Lièvre est donc une reconstruction sur la base de petites histoires de contes, une sorte de rhapsodie de pièces connues cousues les unes avec les autres, pour constituer une grande toile qui retrace le cheminement du point de départ au point zéro, Numbelan, où les animaux vivent en paix les uns à côté des autres, en un temps mythique, où on se demande de quoi vivent les lions, les panthères et les hyènes à Numbelan. Et tout le monde peut comprendre le langage de tous les autres. Une sorte d'ante-Babel animalier, et où le lièvre est un animal carnivore. Tout commence par une rencontre avec l'écureuil, puis avec l'araignée, et puis avec, dernière chose, la tortue. Donc, c'est petit à petit enseigné, on lui apprend la vie, et ça va continuer comme ça jusqu'à ce qu'il se rende compte, au fond, que il ne doit pas, et c'est là par là que je vais conclure. Senghor donc et Sadji, on peut font dire à Luc le Lièvre et disent à nous, à travers Luc le Lièvre, que il y avait 3 étapes dans la vie.
la vie de l'enfance, adolescence, ignorance, méchanceté même. Ensuite, la reconversion et la marche vers l'humanisme. On n'a pas à être méchant, à faire punir l'autre, etc., tromper l'autre, comme l'a fait avec Bouki. On doit chercher à éliminer en soi le mal et à cultiver le bien, c'est-à-dire donc vraiment être un être humain et pratiquer l'humanisme. Je m'excuse de la façon dont je termine ce texte. J'avais espéré avoir un peu plus de temps, mais... Le dictateur qui gère la... Voilà. Le temps. C'est le temps. Voilà. C'est le dictateur qui gère la... Voilà, je suis modératrice autant flattée que frustrée. Frustrée dans la mesure où chaque thème que les intervenants et le conférencier avaient pouvait faire place à une conférence magistrale. Donc, demander à Racine Senghor, à Marie, à Marie-Étudiant, des personnalités de leur temps, leur demander intempestivement de conclure et de résumer leur dire à 3 minutes, 5 minutes. C'est frustrant pour moi, c'est peut-être frustrant pour vous aussi, mais on se donne rendez-vous sur d'autres assises. On me dit qu'il y a un deuxième panel, et je le sais parce qu'il y a le programme, un deuxième panel qui doit se mettre en place et qui a aussi des thèmes intéressants, qui aussi fait intervenir des personnalités. Donc nous allons leur céder la place. Je vous remercie. Mariétou Khalifa, Racine Amadou. André, voilà, le public n'a pas eu le temps d'intervenir. Et voilà, nous sommes désolés pour ça. Merci beaucoup.